il advient que la position d'une connaissance absolue se contredit elle-même. Car si l'on définit la vérité comme la totalité d'un mouvement, dont chaque mouvement sera abstrait, chaque moment sera abstrait, si on le prend en lui-même, est faux dans cette abstraction, mais vrai si on le replace dans l'ensemble, comme il appartient au sens même du mouvement de ne jamais s'achever. Nous n'aurons jamais en réalité que des abstractions qui se posent comme des totalités. En d'autres termes, nous serons toujours, en fait, dans l'erreur. Le dogmatisme aboutit nécessairement au scepticisme, l'un et l'autre se fondant sur la définition de la vérité comme absolue. Or, c'est précisément l'absurdité intrinsèque de ce postulat commun que dénonce la phénoménologie, réalisant par là les intentions profondes de la critique kantienne, en la débarrassant de ses préjugés formalistes. La vérité, se définissant par l'évidence, ne peut du fait même se poser dans l'absolu d'un en soi, car il appartient précisément au sens de toute évidence de pouvoir se tromper. L'évidence n'existe comme telle que dans son vécu effectif, qui se renouvelle à chaque instant. Un tel mouvement implique un privilège absolu de l'actualité présente sur les résultats antérieurement acquis et le droit de les rectifier constamment. La vérité ne se définit donc que par son devenir. Celui-ci devant se prendre non comme un mouvement intelligible des idées, mais comme temporalité effectivement vécue. La conscience constituante est un présent vivant qui s'écoule constamment et chaque moment y acquiert à son tour le privilège de l'actualité. Mais aucun ne peut se poser en tant que tel comme absolu, puisque son droit ne lui appartient qu'à l'instant de son accomplissement. Le présent passe continuellement au passé et ne garde son sens et sa valeur que dans la mesure où il s'accorde avec le nouveau présent. Ainsi, la possibilité de l'erreur est impliquée dans le mouvement même de la conscience, où se constitue la vérité. Le sens de l'évidence, comme saisie de la chose même, implique le droit absolu de l'actualité présente à corriger les résultats acquis dans les évidences passées. L'erreur n'est pas un obstacle ou une limite à la connaissance, elle résulte de l'effectuation même de son sens de vérité. Ces remarques ne constituent en aucune façon une théorie de l'évidence, elles ne font qu'expliciter le sens des notions. Chacun entend par vérité ce qui s'impose à lui présentement. Mais le présent ne reste présent qu'en devenant toujours autre. La vérité ne saurait donc se définir par l'absolu d'un en soi immuable, mais elle n'est justement absolue qu'en tant qu'elle se constitue dans le devenir éternel du présent vivant. La théorie capitale du présent vivant, Lebendige Gegenwart, à peine indiquée dans les ouvrages publiés, fait l'objet des développements particulièrement importants et minutieux du groupe C des inédits. Le présent vivant est le mouvement de la conscience originaire qui n'est pas dans le temps mais constitue le temps. C'est la temporalité temporalisante toujours présente à elle-même et qui se renouvelle toujours dans une éternité de vie. Alors que la conscience qui est dans le temps se perd constamment elle-même, les modes de temporalisation du présent vivant représentent un maintien et une conquête perpétuelle de soi. Le passé est retenu comme ce qui est encore rétention, et l'avenir s'y annonce comme ce qui est déjà protension. Dans ce mouvement continuel où chaque moment présent passe immédiatement à la rétention et s'enfonce de plus en plus dans le passé, mais dans un passé qui est encore pendant que l'avenir, d'ores et déjà, possédé dans la protension, s'actualise dans un vécu présent. Le soi reste identique à soi-même en se renouvelant constamment. Il n'est précisément le même que comme toujours autre dans ce flot absolu d'un éternel présent. Ainsi, la temporalité originaire n'est pas une succession dans le temps, puisque le passé est toujours là et l'avenir déjà là dans la totalité d'une présence toujours actuelle. Mais en elle se constitue le temps comme succession de moments distincts, car le passé n'est justement retenu qu'à titre de passé, comme ce qui n'est plus, et l'avenir ne s'annonce qu'à titre d'avenir, comme ce qui n'est pas encore. La conscience éternelle ne saurait donc se séparer de la conscience qui s'est perdue dans le temps. Elle entretient avec elle le rapport du temporalisant au temporalisé, le temps se constituant dans un mouvement lui-même temporel. Ainsi, la conscience transcendantale décrite dans les idéennes n'est pas la conscience absolue, elle est encore dans le temps, bien que dans le temps purement phénoménologique de l'immanence vécue, qu'aucune horloge ne saurait mesurer. C'est seulement dans ce temps immanent que se constitue le temps transcendant des choses extérieures. Mais l'immanence transcendantale constituante par rapport au monde naturel est elle-même constituée dans la subjectivité absolue de la conscience du temps, ou conscience qui constitue le temps dans le flot originaire du présent vivant.
Nous avons là évidemment la raison principale de l'incompréhension à laquelle s'est heurté le texte des IDN, bien que Husserl ait pris soin de préciser qu'il s'y plaçait à un point de vue volontairement abstrait. L'absolu transcendantal que nous avons thématisé par les réductions n'est pas en vérité l'élément dernier. C'est quelque chose qui lui-même se constitue à un sens profond et tout à fait particulier, à son origine dans un dernier et véritable absolu. Prenons n'importe quel vécu singulier, il se constitue dans la conscience originaire du temps comme une unité qui s'étend dans le temps phénoménologique. Mais nous avons expressément écarté cette synthèse originaire de la conscience originaire du temps avec la problématique qui s'y rapporte. Nous voulons parler maintenant des synthèses, non pas dans le cadre de cette conscience du temps, mais dans le cadre du temps lui-même, le temps phénoménologique concret, ou ce qui revient au même, des synthèses des vécus comme tels pris comme nous les avons toujours pris jusqu'ici, comme des unités dans la durée, comme des événements qui s'écoulent dans le courant de conscience, lequel n'est rien d'autre que le temps phénoménologique dans sa plénitude concrète. Le rapport du constituant au constitué de la conscience du temps au temps lui-même à l'intérieur de l'immanence phénoménologique a été décrit pour la première fois dans les leçons de 1905 sur la phénoménologie de la conscience interne du temps éditées par Heidegger en 1928. Husserl s'y place à un point de vue surtout noématique, définissant le temps phénoménologique avec son passé et son futur vécu par ses modes d'apparition. Kein, Nuns, Ken, Wenzen. Dans la conscience du temps, le vécu qui dure dans le temps immanent est un objet immanent qui se profile, sir, abstattet. Dans le flot absolu de la conscience du temps, ces phrases passées étaient encore présentes dans la rétention, et ces phrases qui viennent, das kommende, déjà présentes dans la protension. Mais le point de vue noétique, à peine abordé, renvoie immédiatement à un mystère. La conscience du temps comme mouvement des rétentions, des consciences du maintenant et des protensions ne peut se définir que comme un flot qui n'est pourtant pas une succession dans le temps. C'est la subjectivité absolue dont les propriétés ne peuvent même pas se nommer. Für all das Fehlen uns dein Namen. La théorie du présent vivant donne une première solution à ce mystère. Tout est un. L'absolu dans son unité, unité d'une temporalisation, absolue d'une autotemporalisation, l'absolu se temporalisant dans ses modes temporels. Passé, présent, futur se trouve dans le courant absolu du présent originaire, du présent vivant et se mouvant. Stromend lebendigen. Gegenwart, du présent de l'absolu dans son unité, unité totale qui temporalise en soi-même et à temporalité tout ce qui est. Mon présent vivant et se mouvant, mon présent dans son mode originaire porte en soi tout être concevable. Il est la temporalité originairement temporelle, supratemporelle, dit Urzeitlich, Uberzeitlich, Zeitlichkeit, qui porte en elle tout temps comme ordre temporel fixe, alle Zeit als verharrend sehen Zeit, Ordnung, et tout contenu dans le temps. Puis-je avoir commencé à exister? Mais la notion d'un commencement a-t-elle aucun sens si ce n'est celui d'un commencement dans le temps? Je puis sans doute avoir un premier éveil et un dernier éveil, mais puis-je avoir un commencement comme présent vivant? Sans ce présent vivant, rien n'aurait d'existence, ni les autres, moi, impliqués en lui, ni le monde avec la naissance de l'homme et la mort de l'homme dans le monde. Nous devons ainsi distinguer d'un côté le courant de conscience temporelle et rapporter à cette temporalité le moi transcendantal des actes vécus, des facultés, des habitudes qui a constitué un monde spatio-temporel et continue toujours de le constituer. De l'autre, comme fondement originaire de cette temporalisation et de toutes les temporalisations transcendantes par opposition à la temporalisation immanente, le moi originaire, saisi concrètement comme moi de cette vie qui temporalise toute existence, als ich dieses als Zeitingen des Lebens, l'écoulement concret du présent se révélant comme phénomène originaire, la subjectivité transcendantale dans la forme originaire de son être et le présent comme courant originaire, Urstromende Gegenwart, dans la forme d'être d'un écoulement qui s'écoule, in der Seinsform
der Stromend vers Stromens, mais comme présent et toujours de nouveau présent, un mouvement constant et précisément dans ce mouvement, un présent se constituant constamment, comme nous le verrons, présent a un sens figuré, car son être propre comme être transcendantal dans la forme originaire n'est pas au sens ordinaire un présent comme un moment temporel déterminé s'écoulant entre un passé et un avenir qui s'écoule avec lui. Pourtant, le mot est inévitable. Nous employons pour distinguer le concept l'expression de présent concret originaire comme phénomène originaire. Urphanoménal, c'est en fait le phénomène originaire. Urphanomène, auquel renvoie tout problème transcendantal dans la méthodique de la réduction phénoménologique. En lui surgissent les perceptions, mieux lui-même en un sens et perception dans sa totalité et dans tous les moments qui constituent son être, dans le surgissement de ses vécus et de leurs moments, car ce qui appartient de manière effectivement réelle à cette sphère totale est conscient et précisément conscient dans le mode de l'originaire, et cela vaut également pour elle-même comme totalité. L'être comme phénomène originaire, comme présent vivant et se mouvant, est originairement conscient, un champ de perception originaire suivant toutes ses composantes. Ce présent a une structure étonnante qu'il convient de suivre dans différentes directions, et tout d'abord celle qui le caractérise comme un courant. Son essence profonde est de se constituer comme l'instance d'un courant unique à travers une continuité anonyme de modification intentionnelle d'un mode originaire, continuité qui de son côté n'est pas fixe mais s'écoule elle-même. Et dans ce courant est constitué un maintenant originaire se posant en permanence, stehendes und bleibendes uriets, comme forme fixe pour un contenu qui s'écoule et comme point de départ de toutes les modifications constituées. Avec la forme fixe du maintenant originaire, et constituer une double continuité de forme également fixe. Ainsi est constitué au total un continu fixe de la forme du temps continu dans lequel le maintenant originaire est le point central dont dérivent deux continus comme branches des modes d'écoulement. Le continu des moments qui viennent de passer est celui de ceux qui vont venir. C'est là une forme continue qui se maintient en permanence et à travers laquelle s'écoule un contenu qui est toujours constitué avec elle. C'est dans cet écoulement à travers la forme du temps que se déroule constamment une synthèse étonnante dans laquelle se constitue tout être individuel, surgissant originairement dans le maintenant et restant toujours identique à soi-même en parcourant le système des formes du qui vient de passer. Dans les modes du passé, comme toujours de plus en plus passé, le présent vivant est l'actualité toujours présente d'un mouvement absolu à travers la continuité des rétentions et protensions qui s'écoulent comme modification intentionnelle elle-même présente du mode originaire présent. Dans ce mouvement qui n'est pas dans le temps, se constitue le temps comme forme a priori du sens intime, avec la continuité des formes du maintenant, des passés qui viennent de passer et des futurs qui arrivent. C'est dans cette forme immanente déjà constituée que se constitue à son tour l'unité de l'objet temporel transcendant grâce à une synthèse particulière qui le maintient comme le même à travers les moments successifs de la durée objective. Le présent qui s'écoule, présent vivant, est le présent du mouvement de couler, de s'écouler, de venir à l'écoulement. Gegenwart des Verstromens, des Abstromens und der Zustromens. C'est en même temps que sont conscients le maintenant, la continuité des passés et l'horizon vivant de l'avenir qui s'esquisse dans la protension. Et ce en même temps, et en même temps qui s'écoule. Da es ist zugleich ist Stromendes zugleich. Le présent vivant qui s'écoule n'est pas le courant de conscience, lebendig stromend Gegenwart, ist nicht Bewusstseinsstrom. Ce mouvement originaire n'est en termes absolus dans aucun temps, car le temps ne trouve sa source qu'en lui. Il est à peine utile de faire remarquer le caractère dialectique de ces descriptions. Le mouvement du présent vivant consiste à se dépasser constamment en maintenant en soi-même son passé à titre de moment, supprimer, conserver, dépasser. Le concept hegelien de Lauf-et-Bung ne prend sa valeur concrète que dans le courant originaire qui ne supprime à chaque instant et par cette suppression même se réalise, qui se supprime à chaque instant et se réalise dans son être véritable.
C'est ce mouvement comme pure inquiétude de la vie et processus d'absolue distinction qui constitue le temps dans ses différents modes. Le passé comme ce qui est dépassé, le présent comme le dépassement lui-même en tant qu'il s'accomplit actuellement, l'avenir comme ce qui vient à la conscience en tant qu'elle se dépasse vers lui. Dans la rétention, le passé est maintenant en soi, dans la protension, l'avenir s'annonce pour soi. Le dépassement du passé dans l'avenir constitue l'actualité du présent comme passage de l'en soi au pour soi. En devenant pour elle-même ce qu'elle était en soi, la conscience se réalise dans sa vérité. L'être de l'objet n'est précisément que cette vérité même en tant qu'elle se révèle à la conscience. Il est l'être pour la conscience de son en soi. Ainsi le monde se constitue dans un mouvement absolu dont le temps comme succession de moments évanescents n'est que l'apparence abstraite. Le phénomène est le mouvement de naître et de périr, mouvement qui lui-même ne naît ni ne périt, mais est en soi et constitue la réalité effective et le mouvement de la vie, de la vérité. Le vrai est ainsi le délire bachique dont il n'est aucun membre qui ne soit ivre, et puisque le délire résout immédiatement en lui-même tout moment qui se sépare, il est tout aussi bien le repos translucide et calme, égale phénoménologie de l'esprit. Préface. Paragraphe 15. L'évidence comme production intentionnelle. Intentionnelle Leistung. Nous n'avons considéré jusqu'ici l'évidence que dans sa notion formelle comme saisie de la chose même. Il convient de préciser davantage le concept pour pouvoir nous engager dans le travail de description positive. L'évidence comme mode originaire de l'intentionnalité se définit par la forme particulière de sa structure phénoménologique. Toute conscience étant conscience de quelque chose, on doit distinguer en premier lieu le moment par lequel elle pose l'objet et caractérise son existence de telle ou telle manière. Ainsi, la perception saisit son objet comme présent, le souvenir comme passé, l'attente comme futur. Par opposition à la perception, comme présentation, le souvenir et l'attente sont des présentifications puisqu'ils ne rendent leur objet présent qu'avec les caractères de passé ou de futur. La présentification peut elle-même se neutraliser et se rapporter à un temps qui n'est pas le nôtre et dont nous nous abstenons d'affirmer la réalité. On a alors l'imagination qui caractérise son objet comme imaginaire. La présentification peut elle-même se neutraliser et se rapporter à un temps qui n'est pas le nôtre et dont nous nous abstenons d'affirmer la réalité. On a alors l'imagination qui caractérise son objet comme imaginaire. Dans une autre direction, nous trouvons les diverses modalités de la position d'existence. La certitude immédiate se modalise en doute, supposition, présomption, interrogation, négation. Corrélativement, l'objet sera caractérisé comme existant, douteux, possible, probable, discutable, inexistant. Enfin, les intentionnalités propres au sentiment et à l'action donnent à l'objet les caractères de valeur et de fin dans IDN. Ces caractérisations présupposent évidemment la représentation d'un objet. L'acte intentionnel implique un moment par lequel il se rapporte simplement à l'objet comme tel. C'est la visée proprement dite en tant qu'elle définit le sens noématique ou sens de l'objet visé en tant que visé. C'est cet objet avec ses déterminations telles qu'elles sont visées par moi qui se trouve posé avec les caractères d'être que nous venons de rappeler. Je vois un arbre, il se présente à moi avec un certain nombre de déterminations qui définissent le sens objectif qu'il a pour moi, ce qu'il est pour moi. L'objet ainsi perçu se caractérise comme présent. Dans le souvenir, il porterait le caractère de passé et dans l'attente celui de futur. Si je le vois dans un brouillard, il sera posé comme le même objet, mais caractérisé comme douteux ou probable. L'amour et le désir peuvent lui donner les caractères d'aimable et de désirable. On remarquera que ces caractères ne sont pas des déterminations objectives. L'objet n'est pas aimable en soi, mais l'acte d'amour le colore, pour ainsi dire, de telle manière qu'il est vécu et senti comme aimable, sans être visé objectivement comme tel. Mais le caractère peut passer dans le sens noématique grâce à un acte de réflexion qui l'objective. L'objet s'enrichit d'une détermination nouvelle et se trouve ainsi disponible pour une nouvelle caractérisation. L'être aimé, reconnu comme objectivement aimable, peut faire naître un amour renouvelé, où il n'est plus simplement aimé, mais aimé justement dans les qualités mêmes que l'amour a trouvées en lui. Il peut aussi, dans certains cas, provoquer la jalousie, qui le caractérisera comme haïssable. L'amour s'est maintenu, mais à titre de sentiment déjà acquis et immédiatement réprimé. Il ne jaillit plus directement de la représentation de l'objet, mais se trouve présupposé et absorbé dans cette représentation elle-même, en tant qu'elle détermine son objet comme d'ores et déjà aimable. C'est sur cette détermination que se constitue le caractère de haïssable dans un sentiment de jalousie spontanément vécu. De même,
Le douteux peut être visé objectivement comme tel dans une réflexion qui constate la réalité du doute, mais l'objet ainsi déterminé ne sera plus caractérisé comme douteux, mais bien comme certain. Il est certainement douteux. Le passé est vécu comme passé dans le souvenir, mais visé avec la détermination objective de passé. Il se caractérisera non plus comme passé, mais comme présent. Il est présentement passé. Les indications que nous venons de donner permettent d'esquisser la structure générale de l'intentionnalité dans ces deux moments essentiels, déterminant et caractérisant. Cette structure se constitue elle-même sur le fondement d'un donné qui, dans sa couche ultime, n'implique aucune visée de sens. L'objet se pose suivant la manière dont il est donné, représenté avec un même contenu de détermination. Il peut être saisi dans une intuition plus ou moins claire ou obscure, voire même de manière parfaitement vide. Je vois cet arbre comme une unité de détermination objective, mais je n'en saisis effectivement que certains aspects. Plus précisément, j'ai en moi un ensemble de données sensorielles qui, animées par le sens de ma visée, me représentent un arbre. Or, ce contenu représentant, representerender inhalt, qui motive la position de l'objet, peut s'estomper au point de ne permettre qu'une présomption ou une supposition. Ainsi, quand je vois l'arbre de loin ou dans un brouillard qui me fait douter de son existence, la conscience vise l'objet suivant une signification qui n'est pas toujours complètement remplie. Elle peut même se présenter sous une forme vide, ainsi quand le contenu représentant se réduit à un symbole verbal. Si je me contente de prononcer le mot arbre sans percevoir, me souvenir ou m'imaginer aucun objet de ce genre, j'ai encore une représentation dont le sens peut être le même que celui d'une intuition effective, mais une représentation vide, puisque le donné se réduit au flatus vocis, qui ne me présente rien de l'objet lui-même. Les variations dans le mode de remplissage motivent la manière dont la science caractérisera la position d'existence, comme certaine, douteuse, possible, etc. Nous n'avons donné évidemment dans cette esquisse que des têtes de chapitre pour que des analyses effectives. Des têtes de chapitre pour des analyses effectives. Elles permettent néanmoins de comprendre déjà de manière plus précise la classification des modes de l'intentionnalité, évidence originaire ou perceptive, évidence dérivée dans le souvenir clair ou la compréhension d'autrui, intuition confuse, représentation aveugle ou symbolique. Ces distinctions renvoient désormais au moment du remplissage. La rationalité de l'acte de position se fonde sur la manière dont le sens visé se trouve effectivement rempli, en d'autres termes sur la nature du contenu représentant.